Alors, bonjour à tous. Bienvenue au dernier panel en langue française du symposium de cette journée, du jeudi, le panel 4.8, intitulé Milieu académique et société civile, comment collaborer ensemble. Alors, j'ai l'honneur de co-animer cet atelier avec Nancy Burroughs de l'ACOSI. Je me présente, mon nom est Stéphanie Gaudet de l'Université d'Ottawa. Nous avons co-organisé cet atelier avec Nancy pour inviter des acteurs de la recherche collaborative à parler de l'importance de collaborer ensemble, mais aussi le comment collaborer ensemble dans une perspective d'éducation transformatoire. Alors, le déroulement de la session sera le suivant. On aura des présentations de différents acteurs, des milieux académiques, des milieux communautaire associatif. Ensuite, suivra une période de questions et réponses avec nos panélistes. Donc, ce sera un format table ronde. Alors, je vous invite en tout temps à poser des questions dans le chat en bas de l'écran, la petite bulle, le petit phylactère. Mettez vos questions là en tout temps, puis Nancy va animer la période de questions. Donc, elle pourra lire vos questions, vous relancer et ceux qui voudront poser des questions là, de vive voix, vous serez aussi bienvenus de le faire. Alors, aujourd'hui, l'objectif de l'atelier, c'est vraiment de partager des exemples inspirants de collaboration entre le milieu de la recherche, le milieu académique et la société civile. Par société civile, on entend des groupes féministes, communautaires, solidarité internationale, qui utilisent toutes sortes de formes de recherche, action, recherche collaborative, donc diverses formes de recherche avec. Alors, la première personne qui présente aujourd'hui, il s'agit d'Ève-Marie Lampron. Elle est agente de développement au protocole UQAM Relais Femmes du service aux collectivités de l'UQAM. Donc, Madame Lampron, je vous cède la parole pour 7 minutes. Merci beaucoup, Madame Godet. Donc, je partage mon écran. Attendez, c'est toujours le moment un peu plus contraignant. OK. Bon, ben écoutez, c'est pas parfait, mais je pense qu'on va faire comme ça. Est-ce que vous voyez quand même relativement bien? Oui, ben c'est parfait. Alors, je me lance. Alors, ben, tout d'abord, vraiment, merci beaucoup à Nancy Passéfani de m'avoir invité à parler d'un service et d'un métier que j'ai le privilège d'exercer depuis maintenant 7 ans, soit celui de coordonner des projets de recherche, de formation, de diffusion et de transfert des connaissances en collaboration entre universitaires et groupes porteurs de besoins collectifs, le tout dans une perspective de transformation sociale. Alors, c'est quoi le service aux collectivités? C'est un service qui collabore avec des groupes sociaux non traditionnellement desservis par les universités en vue de répondre à des besoins qui leur sont propres, et ça dans une perspective de promotion collective ou culturelle. Donc, c'est un extrait de la politique 41 de l'UQAM, la politique des services aux collectivités. Donc, vous voyez qu'on a des politiques qui ancrent au SAC qui sont très, très ancrées dans la mission sociale de l'UQAM, et je pense que c'est une grande force sur laquelle je pourrais revenir par la suite. On se veut une porte d'entrée des groupes, des associations vers l'université, de groupes porteurs de besoins collectifs. Des groupes donc, qui ont des besoins qui sont très, très variés, comme vous le savez, puis on pourra en discuter tout à l'heure, et qui vont se déployer de différentes manières avec différents types de collaboration. Je voudrais que la plupart des demandes que moi je reçois s'inscrivent vraiment dans un contexte de recherche-action ou de formation-action. Donc, pour schématiser là, énormément le concept, c'est-à-dire que les besoins sont d'abord identifiés par le groupe, portent une volonté de transformation sociale et le groupe demeure présent à chacune des grandes étapes du projet, de la conception même du projet, de la première rencontre, de définition des objectifs, pendant toute la recherche, la co-analyse, jusqu'à la toute fin du processus de diffusion et de transfert des connaissances. Un petit exemple aussi, parce qu'on s'occupe aussi de formation, un exemple de formation-action qui répondait à un besoin important identifié par un milieu de pratique. Donc ici, c'est une formation qui a été co-construite entre des professeurs en éducation et des professionnels en éducation et en développement de carrière et des intervenantes auprès de femmes victimes de violences conjugales qui constataient les défis d'accès à l'employabilité de femmes vulnérables hébergées, dont l'estime de soi est malheureusement souvent réduite à néant
par la relation abusive. Et on pense que cette formation-là contribue à mieux les outiller selon les résultats préliminaires très favorables et les retours que nous avons eus jusqu'à maintenant. Comment vont s'orchestrer ces collaborations-là? Ben, notamment via l'agente de développement du service aux collectivités. Ça, c'est moi, c'est mes collègues. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recevoir, d'une part, le besoin des groupes. On va identifier des ressources professorales, des chercheurs de l'UQAM qui pourraient y répondre. On va tenter de favoriser l'intégration des étudiants et étudiantes dans le projet. On va créer et animer le comité d'encadrement du projet et le coordonner. Je vais y revenir tout à l'heure. Et on tente de favoriser une approche de transfert et d'appropriation des connaissances, des savoirs de toutes les parties à toutes les étapes en cours de projet. Je viens d'en parler, c'est quoi le comité d'encadrement? Donc, c'est une structure de co-construction et de co-décision qui va se réunir à toutes les étapes du projet. Il est coordonné par les agents de développement. Et le rôle du comité, c'est vraiment de faire le pont entre l'équipe de recherche universitaire, donc les profs, les étudiants et étudiantes qui vont travailler sur le projet, les personnes représentantes du groupe ou de l'association et les populations qui sont visées par l'action de l'organisme. Le SAC, c'est plus de 40 ans de collaboration. Lors de la dernière année, mes collègues et moi-même avons accompagné 109 projets différents. Et je le répète parce que c'est très important. C'est des projets qui répondent tous à un besoin ou à un problème qui a d'abord été identifié par un groupe associatif. Pour faire tout ça, ça prend un engagement et un support institutionnel universitaire assez significatif, notamment en termes de ressources humaines, donc les salaires des agentes et de la direction du service. On a aussi une banque de dégrèvement ou de dégagement d'enseignement pour des professeurs qui sont impliqués dans nos projets. Donc, c'est une forme de reconnaissance importante de l'institution, sachant à quel point ça prend du temps et des ressources de la recherche collaborative, comme ça a été mentionné tout à l'heure. On a aussi une enveloppe de 120 000 par année pour le démarrage de projets de recherche ou le soutien à la diffusion des projets partenariaux. On offre aussi des bourses pour des personnes étudiantes impliquées dans des projets et bien sûr du salariat pour les personnes étudiantes. Il y a environ 85 de l'enveloppe de 100 à 120 000 par année qui doit automatiquement être consacrée à du salariat étudiant. Donc, les étudiants et étudiantes en bénéficient aussi de cette participation. Le SAC est très enchâssé dans les politiques et la mission de l'UQAM qui va notamment s'exercer à travers le CESAC, donc le Comité des services aux collectivités. C'est un comité qui est composé de 7 professeurs, donc une personne professeur par faculté ou école de l'UQAM et de 7 représentants, représentantes de groupe et qui va notamment jouer un rôle de jury des projets qui sont présentés par des équipes universités, groupes, aux fins de l'allocation des ressources du service. Moi, je vois vraiment les partenariats comme des structures de bénéfices mutuels dans une vision un peu matérialiste ou des choses. C'est-à-dire que, à mon sens, tout le monde y gagne. Et notre rôle comme agente, comme service, c'est de créer la convergence des intérêts, puis de créer des conditions qui permettent le croisement des savoirs scientifiques, terrain et expérientiels. On va l'approfondir à partir de quelques projets, mais je pense que Josiane de Relais Femmes l'a très bien expliqué ce matin, notamment le pourquoi collaborer ensemble, tout ce que ça apporte à l'ensemble des parties en termes de retombées. Le SAC est divisé en 3 grands domaines. C'est plutôt une manière d'organiser notre travail, puis c'est très transversal. Donc, vous avez entendu ma chère collègue Josiane de Relais Femmes tout à l'heure parler de ce que fait Relais Femmes. Et depuis 40 ans, on a un historique de collaboration entre Relais Femmes qui fédère environ 200 groupes de femmes là, partout au Québec et l'UQAM qui s'exerce via le SAC. Le troisième acteur de ce protocole-là, c'est bien sûr Il reste une l'IREF, minute. une minute, l'Institut de recherche et d'études de féministes de l'UQAM. On a aussi un protocole actif depuis 40 ans entre les 3 principales centrales syndicales au Québec et l'UQAM. Donc, il y a une agente à temps plein qui développe des projets par et pour les syndicats et les milieux de travail. On a le domaine des organismes communautaires, donc des milieux associatifs, tout ce qui n'est pas groupe de femmes ou syndicat. Mes collègues du communautaire vont travailler tant avec des regroupements de cuisine collectifs qu'avec des collectifs écologistes, des groupes de droit au logement, des associations par et pour des personnes autochtones notamment. Je vais passer là-dessus sur nos collaborations. Un exemple récent de projet. Contexte, on a un centre de femmes et son comité militant, donc le CAF, qui lutte depuis près de 10 ans pour documenter et dénoncer le harcèlement de rue à Montréal. Mais c'est une problématique qui est complètement sous-documentée par la recherche scientifique au Québec. Elles se font reprocher d'exagérer par les autorités à toutes les fois qu'elles en parlent. Donc, elles approchent le protocole UQAM Relais Femmes. Et 2 ans plus tard, ça donne ça.
On met en commun les savoirs novateurs du centre et les savoirs d'une équipe universitaire. Et on a un rapport de recherche scientifique qui a été lancé devant 150 personnes il y a moins d'un mois et qui a d'ores et déjà des retombées significatives. Je dirais seulement que nos recommandations cheminent déjà en très haut lieu. Dernier exemple, SIMU. On a observé SIMU, c'est l'enquête sur les violences sexuelles en milieu universitaire qui a ouvert tout un champ de recherche au Québec, qui a eu des retombées sociopolitiques immenses, notamment une loi, la loi 151, qui est actuellement en train d'être perfectibilisée, on va le dire comme ça. Le SAC Inspire, il y a des démarches qui sont menées par Relais Femmes dans le cadre du projet de nouvelles alliances. Je vois que Marie-Hélène est là aussi, pour établir des structures inspirées du SAC dans 2 autres universités québécoises, donc notamment l'Université Laval et l'Université Sherbrooke, pour répondre aux nombreux besoins des groupes de femmes, mais partout au Québec. Et la semaine prochaine, je vais présenter notre modèle à l'Université Rennes 2 en France, qui tente de bâtir un service inspiré du nôtre. Donc, à suivre. Pour en savoir davantage, vous avez toutes les informations. Voilà. Merci Eve-Marie, je sais que c'est cruel. C'est parfait. Mais je te remercie et nous allons donner la parole à Raphaël Canet, qui est professeur de sociologie au Cégep du Vieux-Montréal et qui a été impliqué dans l'organisation de plusieurs forums sociaux. Alors, Raphaël, à vous la parole. Alors, merci beaucoup. Je vais faire aussi la même chose, partir mon PowerPoint. Et voilà. Donc, merci beaucoup et puis mon chronomètre, je vais faire le sprint. Merci pour l'invitation, merci pour le partage. Donc, moi, ce que j'aimerais vous partager, puis j'ai quelques slides en photo, c'est une initiative, une expérience qui s'est développée de manière plutôt organique, plus organique qu'institutionnelle, même si au début, on a travaillé avec le service aux collectivités justement pour envoyer des étudiants de l'UQAM dans les premiers collectifs, mais c'est les collectifs de la société civile québécoise dans les forums sociaux. Et ce qu'on a essayé de développer là-dedans, c'est ce que j'aimerais amener là, en termes conceptuels, c'est la notion de recherche activiste, que vous n'avez peut-être pas entendu parler jusqu'à présent, mais qu'on essaie de creuser à partir de cette expérience qu'on a menée là. Donc, c'était quoi le projet au départ? C'était c'est parti d'un questionnement d'étudiants de l'UQAM pour comprendre des phénomènes. Alors, on était au tournant des années 2000, et puis on parlait beaucoup de mondialisation, on parlait d'altermondialisme. Et on essayait de comprendre ces trucs-là. Il n'y avait pas beaucoup de choses décrites là-dessus parce que c'était comme une espèce de phénomène social qui se développait. Et puis, il y avait des forums sociaux qui naissaient, puis il y avait toutes sortes de mouvements. Et donc, on s'est dit, dans le fond, il faudrait essayer de comprendre ces choses-là, mais sans trop aller sur la littérature parce qu'elle n'existait pas, mais en allant carrément sur le terrain. On essaie de comprendre les mouvements de l'intérieur en participant activement au moment fort de mobilisation. Donc, on était plusieurs étudiants au départ, puis on s'est associé avec des organisations de la société civile. J'expliquerai un peu la démarche, ça a duré une quinzaine d'années. Mais au départ, il y avait quand même, on avait un peu réfléchi à la chose. On s'est dit, il y a 5 préalables pour que cette démarche-là puisse aboutir à quelque chose d'une véritable transformation. Il fallait que la démarche soit collective et non pas individuelle. On ne faisait pas du tourisme révolutionnaire, comme on disait à l'époque. L'idée, c'était de fonder un partenariat entre les universités et la société civile, parce qu'on était étudiants tous au départ et on se rendait compte qu'il y avait le premier atelier qu'on a organisé à Porto Alegre en 2005, c'était démolir la tour d'ivoire, c'est ça le thème, comment faire des ponts avec la société civile. Le troisième, c'était qu'il fallait, pour pouvoir bien comprendre ce qu'on allait vivre dans un forum social, il fallait être formé à l'avance. C'était fondamental parce que sinon, on était complètement perdu dans une espèce de foire incroyable. Il fallait qu'il y ait une dimension internationale au projet, c'est-à-dire qu'on partait d'ici, puis on allait ailleurs, puis on revenait ici. Le ici et le ailleurs étant variables. Et il fallait qu'il y ait un engagement en retour de la part des personnes qui s'impliquaient dans ce processus-là. Donc, c'était le projet de départ qu'on avait développé et mis en place. Concrètement, l'expérimentation qu'on a menée, on l'a menée sur une douzaine d'événements internationaux depuis 2005 et ça s'est agrégé, ça s'est développé. Comme je vous le disais, c'était un développement un peu organique. Au départ, en 2005, Porto Alegre, on était à peu près une dizaine d'étudiants, tous issus de l'UQAM. Et ensuite, on s'est dit, il faut continuer à faire ça, donc rallier à chaque fois des nouveaux étudiants de nouvelles disciplines, puis monter des collectifs. Puis c'était complètement auto-organisé, on trouvait du financement, on trouvait toutes sortes de choses, on organisait des ateliers là-bas. Donc, Forum social de Caracas, Nairobi, 2007. Et à partir de 2008, au Forum social des Amériques au Guatemala, on a commencé à faire un partenariat justement plus formel, Université Société Civile. C'était ce collectif d'étudiants qu'on avait créé, qui s'appelait Alter UQAM, qui est devenu UniAlter, et les YMCA du Québec, les initiatives internationales des YMCA. Et puis là, on a commencé à prendre un peu du volume. 40 personnes ont participé au Forum social des Amériques au Guatemala. Bon, je passe assez rapidement. Belém, Dakar, 2012, c'était plus un forum social, c'était les événements, c'était la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, Rio+20, où là, on a élargi encore plus
l'action, le nombre de participants, Tunis, Sarajevo, c'était le forum sur la paix, c'était le 100e anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc avec la COSI, en tout cas, tout un paquet de groupes, la COP21 à Paris. Le dernier, c'était le Forum social mondial de Salvador. Donc à chaque fois, c'était des projets ad hoc où on ralliait différents groupes, donc des collectifs d'étudiants, des collectifs de la société civile, on essayait d'avoir un ratio assez égal, et puis formation pré-départ, participation à l'événement, puis formation au retour. Ce qu'on essayait vraiment de construire, et c'est un peu ça que j'essaie de creuser avec vous. Je suis bien content d'ailleurs de faire cette conférence-là. Ça fait 15 ans que je veux écrire sur ce sujet-là, mais je n'avais jamais pris le temps, donc là je commence à le faire, donc merci beaucoup. Le concept de recherche activiste, on ne l'avait pas inventé, en fait on le reprenait de différents penseurs altermondialistes, là, profs un peu partout. Là, d'ailleurs, le premier atelier qu'on avait fait à Porto Alegre, c'était avec Michael Hart, Arte Negri, là, Empire et Multitude. On essayait de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Et ils étaient vraiment dans cette notion-là. La recherche activiste, dans le fond, ce n'est pas juste la recherche-action, c'est véritablement d'impliquer que le chercheur devienne, on parle de lanceur d'alerte maintenant, c'est comme un peu commun, là, à l'époque c'était un peu moins évident, mais qu'on ne soit pas taxé de non-objectivité parce qu'on prend part à l'action. Donc, ce n'est pas juste de mettre notre savoir au service d'un mouvement, c'est de devenir activistes en participant au mouvement et en partageant nos savoirs, et finalement en se rendant compte qu'il fallait un peu déconstruire nos apprentissages pour véritablement comprendre ce qui était en train de se passer devant nous. Donc réapprendre en participant dans l'action sociale. C'est la praxis, la vieille praxis marxiste en fait qu'on essayait de mettre en pratique. Donc on voit ces oppositions-là, mais qui sont en fait des liens d'interfécondation, là si on veut, le savoir des universités avec l'engagement des organismes de la société civile, on parlait de mouvements sociaux avant, ce lien entre le global et le local, parce que c'était comme ça qu'il fallait comprendre cette logique de la mondialisation et de l'altermondialisation, le lien entre la théorie et la pratique, donc d'essayer de mettre tout ça ensemble et de voir comment, en se servant des institutions qui étaient les universités ou des groupes de la société civile qui sont plus ou moins institutionnalisés, hein, entre les mouvements sociaux radicaux, autochtones, locaux et puis les ONG, ben, il y a un degré d'institutionnalisation bien différent, et les syndicats et tout ça, de voir comment on pouvait dans ce dialogue-là construire finalement des citoyens engagés qui allaient dans leur processus de formation impliquer cette prise de conscience des enjeux et cette connexion à des actions concrètes pour devenir des citoyens engagés dans un processus de transformation à la fois individuelle et sociale. Les résultats, et c'est ma dernière slide, il y a à peu près 500 personnes, là je n'ai pas les chiffres exacts, il aurait fallu que je vais me replonger dedans, mais disons à peu près 500 personnes qui ont participé à tous ces collectifs depuis 2005, une douzaine de projets internationaux, majoritairement, et ça c'était intéressant, on ne l'a pas fait, on n'avait pas de critères à la base, mais c'est comme ça que ça s'est passé, c'est majoritairement des jeunes, et les jeunes c'est un peu compréhensible parce qu'on partait, très bien, on partait d'une base étudiante, mais jeunes et femmes, là, dans le sens à peu près 3/4 là, de jeunes, moins de 35 ans, et femmes à chaque fois dans tous les collectifs. Alors, plus on intégrait des partenariats avec des organismes de la société civile, ben, plus c'était vieux, donc dans le fond, mais ça se balançait toujours à peu près de la même manière. On a eu jusqu'à 4 universités canadiennes impliquées, UQAM, Sherbrooke, Ottawa, et l'Université de Montréal, et organismes de la société civile. Donc oui, la COSI, il y a eu la FTQ, il y a eu toutes sortes de groupes, Unialter, alternative. Et puis, un sondage a été fait récemment par Denis là, de la COSI pour voir un peu le degré, puis c'est intéressant. Donc, je sais que c'est fini, donnez-moi 30 secondes. 90% des participants à ces collectifs considèrent que leur participation leur a permis de mieux comprendre c'était quoi, enfin de mieux fonctionner dans ces événements internationaux, puis de mieux comprendre les acteurs. 95% considèrent que ça a eu un impact sur leur engagement social au retour, leur a permis d'élargir leur réseau, et 63% considèrent que l'expérience a une influence sur leur cheminement professionnel. Et puis maintenant, on peut même le voir, et c'est ce que j'aimerais faire plus tard, c'est de voir comment ces gens qui ont participé à ça sont dans toutes sortes de places maintenant dans la société. Puis je finirai avec ce dernier élément. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu 2 forums sociaux québécois, un forum social des peuples à Ottawa et le seul forum social mondial à être organisé dans le pays du Nord, ça a été à Montréal en 2016. C'est parce que ça puisait dans ce bassin-là de gens qu'on avait pu former à travers ces collectifs. Voilà, merci beaucoup. Merci, Raphaël. C'est super de pouvoir mesurer l'impact. On parlait ce matin de l'impact et là, on voit hein, l'impact de ces organisations, de ces engagements-là. Merci beaucoup. Alors, prochaine personne, j'invite Isabelle Eck, qui est coordonnatrice de la recherche et du développement chez Parole d'Exclus, donc qui va prendre la parole sur comment faire de la recherche avec.
Merci beaucoup Stéphanie. Donc, merci pour cette invitation. Donc, je pense qu'on a des présentations très diversifiées qui montrent vraiment différentes facettes de comment travailler ensemble. Donc, de mon côté, j'aimerais partager quelques apprentissages d'une pratique de collaboration en particulier entre l'université et des acteurs qui œuvrent à la transformation des quartiers défavorisés de Montréal. Et c'est une expérience qui dure depuis presque 15 ans maintenant et dont les modes de collaboration ont vraiment évolué beaucoup au fil du temps. Donc, j'ai envie de montrer un petit peu cette évolution. Et il s'agit de l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus, qui est un dispositif de recherche qui est inspiré à la fois des pratiques d'extension universitaire au Brésil, de courants anglo-saxons et aussi de la recherche partenariale au Québec. Et l'incubateur a donc pour mission d'accompagner la démarche de Parole d'Exclus, qui est un organisme qui a développé un modèle de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté par la mobilisation citoyenne et qui, depuis quelques années, est surtout actif et ancré à Montréal-Nord. Alors, la recherche est vraiment partie prenante, engagée dans ce processus de lutte contre la pauvreté et l'exclusion de Parole d'Exclus. Donc, elle adhère à sa mission, à son approche, qui est de partir vraiment des besoins et des aspirations des premiers concernés pour co-construire avec elle et eux des projets transformateurs. Donc, on est dans une démarche où on reconnaît et on valorise les différents types de savoirs, les savoirs des citoyens expérientiels, les savoirs pratiques et les savoirs académiques, où le point de départ aussi pour toute contribution de la recherche, c'est vraiment les enjeux qui sont soulevés par le terrain, que ce soit par exemple pour dresser un portrait d'un enjeu en particulier, pour systématiser des pratiques, renforcer la réflexivité, poser un regard critique. Donc les demandes peuvent être multiples. Donc, au départ, en 2007, l'incubateur était dirigé par deux professeurs d'université, Jean-Marc Fontin et Pierre-Joseph Ulysse. Donc, il y avait une série de professeurs et d'étudiants qui effectuaient des recherches. Plusieurs d'entre eux avaient quand même une forte présence sur le terrain pour réfléchir avec les acteurs et les citoyens aux actions à développer. Et si les résultats de plusieurs de ces études étaient extrêmement bien intégrés dans les actions, on constatait un certain manque d'appropriation des recherches et aussi un certain manque d'encadrement et d'appui aux étudiants qui étaient sur le terrain. Donc, ça nous a montré un petit peu la limite de ce modèle partenarial entre chercheurs universitaires et les acteurs sur le terrain. Et ça a mené à la création en fait, d'un poste de recherche au sein même de Parole d'Exclus. C'est un poste que j'occupe depuis maintenant 7 ans déjà. Donc, depuis 2013, l'incubateur a un double ancrage à l'université et sur le terrain. Donc, il y a une équipe de recherche à l'interne et une dizaine de profs de différentes disciplines et d'universités et des étudiants qui sont ancrés à l'université et qui contribuent de différentes façons au projet de mobilisation et production de connaissances. Donc, ce qu'on remarque avec la création de ce poste au sein même de l'organisation, c'est un déplacement vraiment graduel du centre de gravité de la recherche vers le terrain. Donc, aujourd'hui, 7 ans plus tard, qu'est-ce qui arrive? En fait, le leadership de la recherche dans cette démarche est vraiment très, très clairement sur le terrain. Et le fait qu'on soit aussi proche des acteurs et au fil des ans, je pense qu'on tisse des liens très, très forts à la fois avec les citoyens, mais aussi avec de nombreux acteurs dans la communauté. Le fait de ne pas être soumis aux contraintes et objectifs de la recherche universitaire, ça oriente vraiment fortement nos façons de faire la recherche, que ce soit en termes de format, de rythme, de mode de partage et de diffusion des connaissances, qui sont vraiment avant tout orientés pour faciliter l'utilisation des résultats par les acteurs, pour se traduire en des transformations concrètes. C'est vraiment ça notre priorité première. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé à produire des connaissances scientifiques, on le fait aussi, mais notre priorité, c'est vraiment de contribuer à la transformation et à la réduction des inégalités sociales. Et d'ailleurs aussi le fait d'être sur le terrain au-delà des études, au-delà de la durée des recherches, par exemple dans des lieux de concertation, dans des réflexions, des développements de projets, c'est un levier extrêmement important pour faciliter justement cette appropriation
des résultats dans le milieu et qui facilitent leur utilisation dans l'action. Donc, avec mon collègue Grégoire, qui est aussi avec nous aujourd'hui, on parle vraiment d'un métier de chercheur hors université qui s'est développé dans cette démarche au fil du temps. Et dans ce métier, par contre, 2 éléments, je pense, renforcent vraiment notre légitimité. C'est celui d'avoir un PhD, donc ça donne une reconnaissance et une légitimité en termes des recherches. Et mon téléphone qui sonne. Et donc, on a une formation en fait équivalente aux profs d'université et le fait d'être rattaché au centre de recherche, un centre de recherche universitaire, le CRIS. Donc, et ça me ramène un peu à la question de base, comment collaborer ensemble, parce que le travail de recherche en fait qu'on fait sur le terrain, c'est une collaboration entre la recherche et disons, les porteurs des transformations, mais ce n'est pas à proprement dire une collaboration entre les milieux académiques et le terrain. Donc, en fait, la question que je me suis posée récemment, c'est une fois que le leadership de la recherche est sur le terrain, à quoi sert la collaboration avec l'université et qu'est-ce qu'on fait encore ensemble? Comment on travaille ensemble? Et là, j'aimerais juste lancer quelques pistes pour ouvrir la discussion là-dessus parce que, en fait, le leadership de la recherche portée par la communauté, je sais que ça fait partie de beaucoup d'objectifs pour des gens en recherche-action, mais ça ne doit pas rendre obsolète non plus le rôle des universitaires. On ne veut surtout pas décourager leur investissement sur le terrain. Donc, dans notre expérience, je dirais que le dialogue avec les chercheurs universitaires, que ce soit à travers notre intégration dans des centres de recherche, des instances, des projets ou tout autre espace d'échange, ça nous permet de nous sortir de notre contexte terrain particulier et comprendre les enjeux dans un contexte sociétal plus large. Donc, c'est aussi une façon de nourrir et d'alimenter nos réflexions, faire des ponts et élargir certaines perspectives. C'est aussi avec le même objectif que nous invitons des chercheurs à collaborer sur nos projets, que ce soit Il des reste projets de une recherche, minute. 1 minute, c'est parfait, ou des projets terrain, pour vraiment profiter de leur regard, peut-être plus frais, plus éloigné et critique. Et ils arrivent aussi avec un bagage théorique et des références qui sont complémentaires aux nôtres. Le double ancrage à l'université et sur le terrain permet aussi une collaboration vraiment facilitée avec les étudiants. Donc, je pense que Josiane l'a mentionné ce matin, mais de notre côté, ça nous a permis aussi de former plus d'une vingtaine d'étudiants à la recherche-action et à notre démarche au courant des dernières années. Et c'est une façon de développer ce métier. Et 2 derniers points très rapidement. En fait, un point qui est peut-être sous-estimé, c'est notre accès aux infrastructures de recherche et à l'université, qui est très important et qui est peut-être pas encore assez exploité. Et le dernier, on siège en fait comme co-chercheur ou collaborateur dans une série d'instances et de projets de recherche qui sont aussi des espaces de dialogue et de transfert. Et là, on contribue la plupart du temps vraiment avec nos connaissances terrain, notre orientation vers l'action pour un petit peu influencer, pour que ces projets-là prennent des tournures peut-être plus participative, où on valorise plus le savoir expérientiel et qui soit plus orienté vers l'action. Donc voilà mes réflexions en 7 minutes. Merci Merci beaucoup. Isabelle. Le défi est relevé en 7 minutes. Bravo. Alors, je cède maintenant la parole à Françoise Laforce-Lafontaine, qui est organisatrice communautaire à Rose-du-Nord, et Marie-Hélène Deshaies, qui est professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Elles vont toutes deux nous présenter le projet Photovoix avec Rose-du-Nord. Je vous cède la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je vais essayer de vous partager mon écran. Ça ne sera pas bien long. Tout le monde voit bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment une belle occasion d'en apprendre plus sur d'autres projets inspirants, puis en même temps de vous partager un peu ce qu'on a fait là, en collaboration, l'Université Laval et Rose-du-Nord. Donc, voilà, en fait, pour vous mettre un petit peu en contexte, on a débuté une collaboration l'année dernière qui porte sur un projet de photovoix sur la violence institutionnelle qui est fait à l'égard des femmes assistées sociales.
Donc, pour vous parler un petit peu de ce projet-là, bien d'abord, Rose du Nord, c'est un groupe de défense des droits des femmes assistées sociales. Puis ça fait plusieurs années que sur le terrain, on entend constamment des témoignages, on a des échanges avec les femmes qui nous parlent qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau de leurs interactions avec le système d'aide sociale. Donc, à la fois des intrusions dans la vie privée, par exemple, des accusations d'être en couple avec leurs colocataires, des coupures de prestations, tout ça. Parfois, on laisse les gens avec aussi peu que 420 $ par mois. Là. Vous imaginez un peu survivre avec ces montants-là. Toutes sortes d'interactions avec des agents d'aide sociale qui peuvent être teintés de préjugés aussi. Donc, on voulait vraiment aller documenter davantage ces situations déplorables-là, puis aussi mieux comprendre ce phénomène-là des violences institutionnelles à l'égard des femmes sans emploi. Puis l'idée au bout de ça, c'est vraiment d'alimenter nos luttes pour l'amélioration des conditions de vie des femmes en situation de pauvreté. Donc, je pourrais vous en parler pendant toute la journée de tous ces enjeux-là, là, mais voilà. Fait qu'on a décidé de démarrer un projet, en fait, qui a plusieurs objectifs. Donc, à la fois de documenter les manifestations et les impacts de ces violences-là, mais vraiment par une recherche-action qui comporte un aspect artistique. C'est vraiment un autre moyen pour les femmes de s'exprimer sur leur vécu puis tout ça. On a commencé des ateliers photos, donc on sortait un petit peu avant la pandémie, là, on sortait prendre des photos en gang, puis après ça, on revenait puis on les analysait ensemble pour parler de notre vécu avec l'aide sociale. On a poursuivi un peu autrement là, cette année par des ateliers virtuels. Puis l'idée, c'était vraiment de donner une occasion aux femmes aussi de reprendre du pouvoir sur leur vie à travers cette démarche collective-là. Donc, de pouvoir prendre la parole sur ces injustices-là qu'elles subissent. Puis, au bout de la ligne, de faire pression sur les décideurs pour que la loi sur l'aide sociale soit modifiée. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a démarré le projet. Puis pour nous, c'était vraiment important d'aller chercher un support d'une chercheure en travail social. Fait que c'est comme ça là, qu'on est entré en contact avec Marie-Hélène. Nous autres, à Rose du Nord, on est vraiment des intervenantes sociales, terrain. On n'a pas d'expertise en recherche, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, si on veut documenter les choses d'une manière rigoureuse, il faut qu'on aille se chercher un accompagnement. Fait que là, c'est mis en place des rencontres de suivi de projet où on peut échanger sur l'évolution du projet, les défis qu'on rencontre. Ça nous a permis d'obtenir du soutien dans différents aspects, entre autres toute la recherche documentaire. On est allé voir dans la littérature aussi qu'est-ce qui était dit sur les violences institutionnelles, au-delà du travail qu'on fait de terrain pour aller chercher cette information-là. Fait que ça a beaucoup bonifié notre analyse. On a eu de l'accompagnement pour tout ce qui est la collecte de données, l'analyse des données qui est à venir aussi. Puis, Marie-Hélène aussi est présente à certaines rencontres du comité pour s'imprégner des dynamiques, avoir une bonne idée du projet, de son déroulement aussi. Fait que c'est un peu le genre de collaboration qu'on a mis en place. Je vous dirais que pour un groupe de femmes comme Rose du Nord, ça a vraiment beaucoup d'avantages, ce genre de collaboration-là. Je vous disais, l'expertise au niveau de la recherche, c'est vraiment un plus pour nous. Ça rend notre démarche plus rigoureuse, plus crédible aussi. Ça nous a permis d'élargir la collecte de données aussi. Là, on le fait beaucoup en collectif par les ateliers puis par les photos. Mais là, on va aller faire des entrevues individuelles aussi, plus dans un protocole de recherche et tout, à l'automne prochain. Ça nous a permis d'avoir accès à plein d'outils aussi pour classer nos données, pour s'organiser. Je dirais qu'avoir un regard extérieur aussi sur un projet comme ça, c'est vraiment... ça nous permet d'avoir un certain recul par rapport à nos pratiques. Des fois, quand on a les deux pieds dedans, on a de la misère à voir le tout. Ça valide nos processus et tout. Puis en plus, on a eu 2 petits financements dans le cadre des Nouvelles Alliances. Donc, pour aller chercher des ressources pour à la fois la recherche documentaire ou les entrevues individuelles là, qui sont à venir. Fait que c'est vraiment, ça s'est fait tout naturellement. Marie-Hélène aussi est une chercheure qui partage beaucoup les approches féministes, les approches participatives, l'éducation populaire. Fait que c'était comme une collaboration toute naturelle qui s'est créée là, entre nous autres. Puis ça a eu vraiment beaucoup de retombées là, dans notre organisme.
Voilà. Fait que, tu sais, je vais passer ben, la parole à Marie-Hélène là, pour la suite de l'atelier. Voilà. Les apports, en fait, sont des deux côtés. Je pense que c'est une relation de réciprocité. Puis, tu sais, ça s'est bâti. C'est un petit projet. Là. On n'est pas dans le protocole UQAM Relais Femmes. On n'est pas non plus toute l'expérience de parole d'exclus. C'est un petit projet, mais on est dans à la première étape. Il nous a vraiment permis de nous connaître, de nous apprivoiser. Puis, ça, je trouve que c'est l'aspect intéressant aussi de ce projet-là. Donc, pour moi, c'est un projet qui est intéressant parce que ça me donne un ancrage sur le terrain dans la réalité des femmes. Donc, toute cette rencontre-là qui ensuite, que je peux mettre ensuite à contribution dans mes enseignements là, en organisation communautaire. Françoise aussi, avec une collègue de Rose du Nord, sont venus présenter, dans le fond, Rose du Nord, les projets. Donc, c'est quand même 160 étudiantes et étudiants là, qui ont eu vraiment une présentation de Rose du Nord. Puis, je dirais, il y a la moitié de ces étudiantes-là, il y avait le choix en différents thèmes qui ont choisi Rose du Nord. Ça les a beaucoup touchés, le travail puis l'approche. Ce qui est à venir, je pense, c'est le développement d'intérêt particulier chez des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs. Ça va venir, je pense, plus avec la deuxième phase du projet. Et pour moi aussi, comme prof, c'est création de sens dans ma trajectoire de prof parce que j'ai travaillé longtemps dans le communautaire. La question du sens, pour moi, est fondamentale. Puis c'est ce genre de collaboration-là, je trouve, qui donne du sens dans ma trajectoire. On peut peut-être passer à la suivante. En fait, une des choses qui a été importante dans ce projet-là, c'est d'avoir accès, dans le comment collaborer, c'était d'avoir accès dans un premier temps à un petit financement, mais qui était très souple. Il était souple dans la demande de financement à faire, dans le délai pour recevoir une réponse, dans les conditions. Donc, il y avait pas, c'était pas très, très formaté ce qu'on devait présenter et aussi dans la reddition de compte. Fait que ça a vraiment permis d'établir la collaboration entre moi et Rose du Nord. Donc, ce petit financement-là qui vient du projet, en fait, Nouvelle Alliance, qui est un peu l'idée d'amener à l'Université Laval un financement qui permet ce type de collaboration-là. Là. Donc, ce petit financement-là a été important et on a refait à partir de là, mais ce n'était pas prévu au départ. C'est vraiment une relation qui s'est bâtie semaine après semaine. Donc, on a refait une demande et on a obtenu donc pour aller une étape plus loin parce que c'était un besoin et non pas parce qu'on l'avait prévu au départ, mais parce que avec la pandémie, bien évidemment, le photovoix, il y a eu des contraintes, il y a des femmes qui n'ont pas été rejointes. Puis là, on s'est dit, bien, ça serait intéressant d'aller les rejoindre, mais autrement. Donc, la phase 2 du projet va peut-être plus s'inscrire dans la première phase, c'était vraiment plus un accompagnement, puis la deuxième phase va plus s'inscrire dans un projet un peu plus standard, si on veut, de recherche. Puis là, moi, je suis assez consciente que dans cette phase-là, il va falloir un peu renégocier les termes parce que je vais être pris, je vais être face aux contraintes comme chercheur, donc l'éthique, la reddition de comptes, etc., que je n'avais pas dans la première phase. Donc, il y a une discussion à refaire par rapport à ça. Donc, c'est ça, une renégociation des postures. Là, je dis renégociation, pas dans le sens que ça négocie dur et raide entre moi et Rose du Nord, mais dans le sens qu'il va falloir se reparler de tout ça, puis d'établir les bases un petit peu de façon un peu différente à cause de ces obligations-là. Donc, c'est un financement qui a été important, c'est un soutien qui a été super important pour établir cette collaboration-là. Par contre, c'est un programme qui est provisoire parce que c'est des profs réunis autour du RECEF qui ont accepté de mettre une partie de leur fonds de recherche pour créer ce fonds-là. Donc, ce fonds-là, parfait. Donc, ce fonds-là a existé une première année, il existe une deuxième année, une troisième année, il va être réduit, puis après ça, on ne sait pas ce qui va arriver. Je pense que le travail est à faire à l'Université Laval pour qu'il y ait une certaine pérennité autour de ce type de financement de recherche-là. Mais qui n'est pas juste de recherche, là, qui est un financement de collaboration avant tout, donc qui peut prendre aussi d'autres formes de projets. Donc, ce projet-là, pour moi, c'est un début de collaboration. Fait que là, je l'annonce à Françoise, dire que j'espère que c'est un projet qui va s'inscrire dans la durée, donc qui va pouvoir faire des petits, mais de différentes formes selon vraiment les besoins, la réalité, les rencontres qui se font entre moi et Rose du Nord. Voilà.
Merci beaucoup pour ces présentations tellement intéressantes et complémentaires. Vraiment, c'était très enrichissant. Je vais poursuivre le travail de collaboration et d'équipe et je vais donner la parole à Nancy qui va faire l'animation. Ben, c'est le moment de poser vos questions entre vous dans le clavardage. Si vous voulez, on est quand même un assez petit groupe, une trentaine de personnes. Vous pouvez toujours, dans les réactions en bas de votre écran, lever la main si vous voulez poser une question à l'une ou l'autre des panélistes ou tout le monde. Et ou dans le clavardage, qui a envie de briser la glace. Et évidemment, les panélistes peuvent se poser aussi des questions entre eux et entre elles. Moi, parmi juste quelques petits commentaires. Oh, il y a Stéphanie, vas-y. Vas-y, Nancy, vas-y. Non, j'allais juste soulever quelques affaires que je trouvais intéressantes. C'est que, parce que pour les personnes qui ont assisté, il y avait une première atelier ce matin avec plusieurs d'entre vous qui étaient aux deux, là, qui étaient dans le pourquoi collaborer et cet après-midi, c'est le comment. Puis dans les deux, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de recul puis d'élargissement. Puis j'avais vraiment beaucoup de monde parle du mouvement que ces collaborations donnent. Ça permet au terrain d'avoir du recul puis aussi élargir les perspectives. Puis ça permet aussi au milieu académique d'avoir du recul du monde de l'académique puis élargir avec les expériences terrain. C'était juste un flash que j'avais en termes de mots que je voyais qui revenaient souvent. C'était ce mouvement de recul puis élargissement. Stéphanie? Bien, moi, j'avais une question que je lance peut-être à Ève-Marie, mais ça peut être là, aux autres panélistes ou aux autres participants là, du groupe. C'est sûr que le modèle UQAMien est vraiment intéressant. Il y a beaucoup ça fait partie de la mission de l'université. Et j'aimerais poser la question, comment vous encadrez les différents types de collaboration? Parce que quand on parle de recherche avec, Raphaël a parlé de recherche activiste. J'ai beaucoup aimé cette spécificité-là parce que quand on parle de recherche-action, souvent les gens pensent que c'est nécessairement de la recherche activiste, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Comment on fait pour accueillir et encadrer finalement cette diversité de recherche collaborative? C'est une excellente question, Stéphanie. Puis moi, j'ai l'impression qu'une partie de la réponse, c'est dans la structure même des partenariats puis des collaborations. C'est-à-dire qu'en ayant des espaces ouverts comme le comité d'encadrement, en ayant une personne neutre qui est engagée, en fait, dans son rôle, tant sur la base, on est engagé sur la base d'avoir à la fois un pied dans les milieux qu'on dessert et un pied dans l'académie. En tout cas, moi, c'est vraiment mon propre parcours, là. Je trouve ça difficile de séparer la militance et l'académie. Mais j'ai l'impression qu'en nommant ensemble, collectivement, les attentes, en ayant une personne qui est à cheval entre les deux mondes, on est capable de définir comment collaborer ensemble d'une manière qui va être satisfaisante pour l'ensemble des parties. Dans certains projets, par exemple, le besoin du groupe, ce n'est pas nécessairement de faire une co-analyse des résultats avec les chercheurs. Puis c'est tout à fait correct. Le groupe il a besoin, par exemple, d'une évaluation de ses programmes, de savoir si les personnes qu'il dessert en sont satisfaites, donc d'un regard extérieur. À ce moment-là, il va évidemment moins s'impliquer dans la co-analyse. Dans d'autres cas, on a des groupes qui vont complètement coécrire le rapport de recherche avec les chercheurs. L'important, je pense que c'est juste d'avoir un espace où on peut discuter de ses attentes et possibilités et réelles effectives là, en fonction des ressources qui sont disponibles aussi. Parfois, les groupes sont très, très contents que l'équipe de recherche fasse le socle du rapport, fasse un processus d'aller-retour avec eux, évidemment, sur les contenus, sur comment bien les libeller pour pas nuire à leur action, tout en étant dans un langage scientifique acceptable. Puis dans d'autres cas, le groupe va vraiment vouloir s'investir à fond dans la recherche. Donc, je pense que c'est ça. Au risque de me répéter, c'est de créer des conditions où de médiation de ces savoirs-là, puis de structuration des collaborations. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent poser des questions, d'aller plus loin?
Je peux peut-être rebondir aussi sur cette Oui, question-là parce que dans notre cas, on a aussi toute une diversité de recherches, puis il y a une diversité d'organismes avec lesquels on travaille. Puis je peux juste renchérir que le plus important, c'est à la fois de bien comprendre avant de commencer les intérêts de chacun, de les clarifier. Puis je sais que le service aux collectivités aussi élabore toujours des ententes. Puis c'est quelque chose qu'on a appris à faire aussi. Ça, je pense que c'est un garde-fou qui est extrêmement important pour clarifier les rôles de chacun, comprendre les intérêts et assurer la reconnaissance des contributions de chacun qui sont toujours complètement inégales, je pense. C'est très, très rare que c'est égal, puis je pense que il faut l'affirmer. Donc, c'est très, très important de ne pas tomber dans une posture dogmatique, de vouloir faire participer tout le monde à toutes les étapes si ça ne correspond pas à l'intérêt des gens. Donc, j'avais juste envie d'ajouter ça à cette réponse. et ça ajoute l'aspect de souplesse. Que je sais que quand Marie-Hélène parlait, elle parlait plus d'une souplesse dans le financement, puis dans la réduction de comptes, puis dans tout ça, que je pense que c'est important, mais aussi la souplesse dans les formes que ça peut prendre. Qu'il n'y a pas une seule façon de le faire, où qu'il y a vraiment, il faut que ça corresponde aux besoins et aux intérêts de tout le monde. Petite question technique, est-ce qu'il est possible de faire appel au service aux collectivités de l'UQAM pour les groupes d'autres régions? Ça a l'air vraiment génial. Question de Françoise. La réponse est oui, Françoise. Et surtout à l'ère du Zoom, des rencontres Zoom. Moi, il y a 2 ans, par exemple, j'ai reçu une demande de 4 groupes de femmes de la Côte-Nord qui voyaient à quel point, premièrement, il n'y avait pas d'université dans la région. Ils se sont fait parler par l'Aire des centres de femmes du Québec de l'existence du service aux collectivités. Il y avait un besoin très, très spécifique, c'est-à-dire voir si on pouvait enchasser dans certaines lois, notamment en matière de santé et sécurité au travail, des obligations de protection de l'employeur et d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Donc, on avait une juriste qui était tout à fait qualifiée pour répondre à ce besoin-là. On s'est vu réellement 2 fois seulement dans le processus. Il y a 2 ans, les rencontres Zoom, c'était pas encore légion, par ailleurs, hein. On se rappelle. Fait que j'avais une petite appréhension là, au départ, mais ça s'est vraiment très, très bien déroulé. Mais j'ai quand même l'impression que pour favoriser un ancrage réel, là, puis une collaboration réelle, je ne sais pas que c'est pas réel, mais c'est encore plus fort si les universitaires sont dans la même région, côtoient au quotidien les mêmes acteurs, actrices que les groupes avec qui ils collaborent. Là. On le voit avec PE, on le voit dans plein d'autres projets. Fait que je pense que dans l'idéal, ça serait de créer des mini-services aux collectivités dans plusieurs régions, mais cette opinion n'engage que moi. Merci. Merci. Vous êtes beaucoup qui ont, en tout cas, et ce matin aussi, là, qui ont parlé de l'importance du processus, puis souvent, on dit que le processus est aussi important que les résultats et tout ça aussi non plus, entre dépendamment d'où on se situe. Ce matin, dans le premier atelier, on parlait dans le fond, l'idée de collaboration entre le milieu académique et la société civile, c'est ultimement la transformation sociale et comment on peut contribuer à cette transformation. Et on avait parlé de comment, en fait, j'ai envie de lancer une question. Plusieurs, vous l'avez effleuré, mais comment ces expériences-là de collaboration contribuent ou peuvent contribuer à la décolonisation et à la dépatriarcalisation et comment ils peuvent contribuer à ça, ces démarches-là. Je ne sais pas si vous avez des réflexions à ce sujet-là. C'est trop big comme question. Et de dénéolibéralisation. Merci beaucoup. Je peux peut-être me jeter à l'eau, là, si tu veux. Moi, je pense que, là, en fait, l'expérience que j'ai essayé d'amener avec le concept de recherche activiste, qui est un peu une provocation aussi, là, c'était pour, dans le fond, essayer de tirer la différence majeure là, entre ce que je vous ai présenté et ce qui a été présenté, c'est que il y a des développements, il y a des projets institutionnels, si on veut, qui se développent dans le cadre d'organisation avec les contraintes que les institutions peuvent amener. Puis on le disait, là, Marie-Hélène parlait de renégociation des postures, puis le financement, puis la durée, puis s'il n'y a plus de financement. Puis j'ai beaucoup aimé l'idée de développer avec Parole d'Exclus là, un métier, là, Grégoire, on se connaît, en tout cas. C'est d'essayer
il y a des carcans, il y a des contraintes. Avec la recherche activiste, c'était dans le fond en prenant dans le processus de formation des gens qui sont au départ dans un questionnement sur l'engagement social, dans le fond, de pouvoir développer de nouvelles choses. Et là, ce qui était intéressant dans ce qu'on a pu voir à travers tout ça, c'est justement la remise en question de la hiérarchisation des savoirs, pour aller dans ton sens un peu, Nancy. La remise en question du fait que il y avait le grand savoir de l'université, puis il y avait des acteurs sur le terrain qui ne savent pas trop quoi faire, puis qui font des choses, mais qui sont tellement pris dans l'action qu'ils ne font plus de réflexion. Puis on mettait toujours à distance réflexion, action, université, mouvements sociaux, activisme. On ne pouvait pas être un chercheur activiste parce qu'on était comme je sais pas moi, on avait toutes sortes de mots pour nous qualifier, là, donc on était plus crédible. En tout cas, bon, c'est toujours une espèce de tension là, et qu'on essayait de briser justement. Donc, c'est ça qui est intéressant maintenant avec toutes ces approches, l'intersectionnalité, décolonialité, bon, postmodernisme avancé, toutes sortes de mots là qu'on utilise maintenant pour justement essayer de casser ces cloisons. Et ce que je trouve intéressant, dans le fond, parce que nous, notre maître mot de toute notre initiative, c'était de bâtir des ponts entre toutes sortes de choses. C'est la théorie, la pratique, l'université, la société civile. Puis là, tout le monde parle un peu de ça, c'est de refaire des liens, de dépasser des contraintes. Et je pense que c'est peut-être cette posture-là qui est intéressante. Et si ça s'institutionnalise et si des groupes les reprennent à différents niveaux pour justement travailler en partenariat, c'est excellent. Mais il faut briser je pense que l'élément majeur, il est là. Il faut briser la hiérarchie que supposent les savoirs, les savoirs institutionnalisés. Donc, il faut travailler dans le cadre d'institutions parce qu'on peut pas toujours porter des projets individuels sur le dos, là, même si on les met collectivement, là, parce qu'à un moment donné, mais il faut arriver à trouver une pérennité de ces initiatives-là, mais qui sortent d'un cadre institutionnel carré qui fait qu'on va mettre à distance ce qui ne fit pas avec le systémique du savoir. Merci. Là, ça commence à bugger, je pense. Là, je ne sais pas si je suis la seule. Est-ce que je suis la seule? Non. Raphaël, tu es un peu gelé. Oui, tu es un peu gelé. Fait que, merci, Raphaël. Je vais aller à, je pense qu'on a encore du temps, là, Stéphane Dubé. Question? Oui, une question. Je suis arrivé un peu en retard, mais quand même, ma question porterait sur l'arrimage des rythmes entre la recherche et les organisations. Ce que j'ai entendu, compris de vos organisations, vous avez des rythmes, en tout cas, contrairement peut-être aux nôtres, assez lents, donc c'est-à-dire des programmes qui sont longitudinaux, cet accompagnement que vous faites, etc., donc qui sont répétitifs, donc qui permettent d'arrimer recherche et terrain. Je veux savoir si du côté de vos expériences, là, travailler avec des contextes qui sont peut-être plus, je dirais, je vais vous dire le mot tactique ou événementiel. Je vais donner deux exemples de notre situation pour vous illustrer ce que je veux dire. C'est que nous, on a une école d'été, par exemple. Donc, l'école d'été se passe sur 4 jours et dans un an. Alors, il faut que ce soit arrimé. Sinon, on ne peut pas arriver, il faut tout concentrer à un endroit. Puis là, celui-là, il est prévisible, c'est bien. Mais ça arrive souvent qu'on ait des démarches nationales, mais qu'on reçoit la demande ou on collabore, on a un mois d'avance. Puis ça va durer 3-4 mois. Mais là, la recherche aurait aimé ça, s'aligner. Mais avant d'aligner les programmes de recherche, pour venir faire la recherche, c'est trop tard, c'est passé. Donc, mais ça aurait été super pertinent. Mais là, on n'arrive jamais à arrimer ces affaires-là. Alors, avez-vous des exemples, expériences à partager, bonnes idées? Du côté de Parole d'Exclus, notre cas est un peu particulier parce qu'on a un financement là presque un peu autonome de la recherche et on a accès à des subventions, mais c'est assez récent là qu'on demande des subventions plus classiques, CRSH, etc. Donc, en fait, nous, les demandes terrain sont souvent dans un temps extrêmement court et ce qu'on s'est rendu compte, la plupart du temps, les gens viennent avec des demandes de recherche, des demandes d'études. Mais quand on regarde, on décortique un petit peu le besoin, la plupart du temps, les gens n'ont pas besoin d'une étude. On a besoin très souvent d'exercices de production de connaissances très, très, très légers. Donc, si l'objectif, c'est de ne pas produire des recherches qui soient conformes aux exigences de revues académiques, souvent, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Donc, s'il s'agit de comprendre une situation, quelles sont les priorités sur le terrain, souvent, surtout si on a déjà le lien avec la communauté, ça peut se faire de façon très, très, très rapide. Donc, très souvent, on arrive rapidement à une saturation des données. Donc, en fait,
je pense que le format de recherche académique, dans la plupart du temps, c'est très, très, très lourd et les communautés n'ont pas besoin de ces formes-là. Donc, nous, on s'est vraiment adapté, puis on est un peu libéré de ces contraintes-là. Donc, on fonctionne complètement d'une autre façon, en fait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent? Il reste 2 minutes. S'il y en a d'autres, Marie-Hélène, Françoise, je ne sais pas si Raphaël est revenu ou Déjamé. Dernier petit mot, oui. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé, mais ce que je voudrais dire à Stéphane, c'est que ça prend aussi des ressources pour accompagner, des ressources humaines là, pour accompagner ce type de projet-là. Moi, honnêtement, le projet de la Côte-Nord, il est arrivé à un moment où j'étais à côté comme ça, là, en termes de caseload. Mais si je ne l'avais pas pris, on aurait raté une occasion de faire changer des lois et de changer des vies de femmes au Québec. Là, mais là, je ne vais pas donner trop d'importance dans ce projet-là, mais ce que je veux dire, c'est que, grosso modo, si on l'a développé ensemble, ce projet-là, c'était pour répondre à une opportunité politique, entre guillemets, par la négociation des lois en cours et tout. Mais pour être capable de répondre à des opportunités politiques, ça prend des ressources humaines suffisantes. Voilà. Marie-Hélène? Oui, ben, peut-être juste pour répondre, en tout cas, donner un exemple, je trouve qu'avec la période de pandémie qu'on vient de vivre, il y a eu une accélération aussi au niveau des différents changements. Et dans l'exemple d'un autre projet, là, pas avec Rose du Nord, mais effectivement, entre le moment du dépôt de la demande avec le regroupement des groupes de femmes, les objectifs qui ont été mis sur la table à un moment X, puis là, au moment où la réponse arrive, puis qu'on est prête à partir, ben, le besoin a changé. Donc, c'est sûr qu'il va falloir retravailler les objectifs en conséquence. On est un peu pas mal ailleurs. C'est sûr qu'on reste dans le même univers de problématiques, mais on est quand même au niveau des besoins, des objectifs. Il va falloir adapter ça. Juste l'autre élément que je voulais amener, peut-être par rapport à la question précédente, je trouve que de pouvoir utiliser, quand on travaille dans un organisme communautaire, tous les apprentissages que font les groupes communautaires à travers le temps, ils développent des modèles qui peuvent servir de cadre théorique pour des recherches. Fait que je trouve d'aller puiser, par exemple, dans la conscientisation, dans l'éducation populaire autonome, dans l'intervention féministe, puis de se servir comme ça de cadre théorique quand on présente des projets. Bon, peut-être ce n'est pas très winner pour certains organismes subventionnaires, mais quand on peut le faire, moi, je trouve que c'est aussi une façon un peu de changer les choses, puis de briser un peu la hiérarchie des savoirs. Donc, des savoirs qui se sont développés sur le terrain peuvent servir après ça comme cadre théorique pour pour réaliser des recherches. Je trouve que c'est aussi une façon qu'on change un peu les cadres à ce niveau-là. Merci. Stéphanie, je vais te donner le mot de la fin. Bien, écoutez, j'aimerais tous vous remercier. J'aimerais remercier Nancy, nos panélistes. Vraiment, Ève-Marie, Raphaël, Isabelle, Françoise, Marie-Hélène, merci énormément pour votre générosité, pour votre participation, pour votre engagement. Puis, je vous rappelle que vous pouvez participer à l'aide des Framapads. Je ne sais pas si ils ont été ajoutés dans le chat. Je ne sais pas, je demande à mon technicien. Je peux le faire. Donc, pardonnez-moi, je regardais le chat en même temps. Je vous invite à participer demain. Il y aura 2 périodes de co-construction, d'échange autour de comment collaborer ensemble, quelle collaboration pourrait-on développer entre les différents participants qui ont présenté ou juste assisté aussi aux différentes séances du symposium. Et nous vous invitons aussi au Happy Hour, Nancy, qui a lieu donc à 3h30. 3h30, parfait. Et je ne sais pas si Carl ou Patrick, oui, Patrick, si tu peux mettre dans j'arrive pas à couper-coller. Il va mettre les 2 pads, là, donc si vous voulez. Ça arrive, voilà. Ça va. Merci, Carl, merci. Et l'évaluation? Oui, et l'évaluation. Et beaucoup d'annonces, hein, je me sens comme une animatrice de radio là, qui annonce la publicité. Alors, mais le mot de la fin, c'est que je trouve ça très enrichissant
de vous avoir entendu. Je trouve qu'on a besoin de ces espaces-là. On a besoin de se parler de nos différentes expériences parce que quand on fait de la recherche collaborative, souvent on est dans nos relations avec nos collaborateurs, mais on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Alors, c'est vraiment enrichissant. Merci à tout le monde. Et voilà, au nom de Nancy et de moi-même, nous vous souhaitons un bon happy hour à 3h30.